Alors, quand on parle de rénovation énergétique, on pense souvent à l'isolation, aux fenêtres ou encore à la pompe à chaleur. Mais il existe un sujet qui est moins connu et qui pourtant fait perdre beaucoup de chaleur à une maison, ce sont les ponts thermiques. Alors, qu'est-ce qu'un pont thermique exactement? Comment savoir si sa maison en souffre? Peut-on vraiment les supprimer? Et pourquoi leur traitement est si important dans une rénovation performante? Pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, je suis accompagnée de Clément, qui est directeur au lab de Dorémy. Bonjour Clément, et merci d'être avec nous. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et expliquer en quoi consiste le lab de façon succincte? Oui, bonjour Sophie. Donc moi je travaille depuis 4 ans chez Dorémy. J'ai d'abord été formateur d'artisans et sur le terrain à suivre des chantiers. Depuis 1 an, je suis directeur technique du lab. Donc le lab Dorémy, c'est la partie recherche et développement, innovation autour de la rénovation performante. Donc voilà, on produit des outils pour le grand public, pour les professionnels du bâtiment, autour du sujet de la rénovation performante des logements, des maisons individuelles. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des ponts thermiques. Alors, avant toute chose, comment expliquerais-tu un pont thermique à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, un non-initié? Alors, un pont thermique, c'est un endroit ou des endroits du bâtiment où on va avoir une fuite de chaleur plus importante qu'aux autres endroits, en fait. Et c'est en général dû à la géométrie du bâtiment euh, et ou à une discontinuité de l'isolation, donc un endroit en fait où on n'aura pas d'isolation. On peut faire une analogie assez simple avec un trou dans un pull. C'est comme si en fait le pull représentait l'isolation et que le pont thermique, c'est un endroit où en fait, comme s'il y avait un trou dans ce pull et on comprend bien que c'est par là que la chaleur s'enfuit et par là qu'on va avoir froid. Et en Ok. conséquence, le pont thermique, la conséquence d'un pont thermique, bah, c'est des fuites de chaleur, comme j'étais en train de l'expliquer, donc potentiellement une facture de chauffage plus importante, de l'inconfort, puisque c'est des zones froides à l'intérieur du bâtiment. Et ça peut aller jusqu'à des problèmes de condensation, de moisissure au niveau des ponts thermiques. Et quels sont les endroits les plus fréquents où vous retrouvez des ponts thermiques en général quand vous faites des diagnostics de maison? Donc, comme je le disais, c'est vraiment lié à la géométrie du bâtiment. Donc, on va retrouver en fait les ponts thermiques à la jonction entre les parois principales, donc entre le mur et la toiture par exemple, entre deux murs, entre le mur et le plancher ou la dalle, également entre le mur et les menuiseries. Donc, à chaque endroit en fait, nous on appelle les interfaces. Donc, c'est les zones entre parois. Et donc, c'est important justement de bien traiter ces zones pour garantir une continuité de l'isolation et donc éviter ces ponts thermiques. Et il y a une autre famille de ponts thermiques qu'on oublie parfois et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est ce qu'on appelle les ponts thermiques intégrés, et qui, eux, sont dus au système qui va maintenir l'isolation, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc, par exemple, l'ossature métallique, des équerres, des chevilles de fixation. Tous ces éléments peuvent être, et sont souvent d'ailleurs métalliques, en fait, peuvent créer des petits ponts thermiques ponctuels. Et si on les cumule, en fait, ça peut vraiment dégrader la performance de l'isolation, jusqu'à 20 à 30% pour les systèmes les moins performants. Effectivement, on a moins ces ponts thermiques-là en tête quand on parle de ponts thermiques. Et sur des maisons anciennes, quels sont les défauts que vous voyez le plus souvent? Alors, si par maison ancienne, on entend une maison qui est pas isolée, finalement, voilà, la part relative des ponts thermiques, elle est plutôt négligeable dans une maison qui n'est pas isolée, puisque finalement la chaleur peut s'enfuir de partout, par toutes les parois, et un peu par les ponts thermiques. Et sur des maisons anciennes qui sont un peu isolées, on va en général constater soit une dégradation, un tassement de l'isolation, qui va créer des ponts thermiques, ou des zones où justement au niveau de nos interfaces, on n'a pas de continuité d'isolation. Euh, donc en général, les ponts thermiques sont dans ces endroits-là.
Ok. Et à l'inverse, sur des maisons récentes, est-ce qu'on peut aussi avoir des ponts thermiques quand même? Voilà, donc des maisons récentes ou rénovées récemment, effectivement, on peut tout à fait avoir des ponts thermiques. Malheureusement, on en trouve assez souvent. Et dans ce cas-là, ils sont même plus importants finalement, puisque comme la maison a déjà été isolée, la chaleur ne peut sortir que au niveau de ces ponts thermiques. Donc finalement, ils représentent une perte de chaleur relative qui est plus importante dans une maison récente ou rénovée. Ok. Et si on revient un peu sur les zones type caractéristiques des ponts thermiques, pourquoi on ressent parfois des sensations de froid autour des fenêtres, même en ayant un double vitrage? Alors la fenêtre, faut savoir que même une bonne fenêtre, un double vitrage performant par exemple, ça reste un point froid finalement dans la maison. Une fenêtre est toujours moins isolée qu'un mur, à condition qu'il soit isolé bien sûr. En rénovation performante, par exemple, si on a bien isolé son mur et qu'on a mis une bonne fenêtre en double vitrage performant, la fenêtre elle est quand même 5 fois moins isolée que le mur. Donc la fenêtre, ça reste un point froid, mais bon, il faut évidemment des fenêtres pour avoir de la lumière naturelle, pouvoir aérer la maison. Euh, mais voilà, classiquement, une fenêtre, ça reste froid. Et puis le matériau, le verre, c'est un matériau qui est aussi assez froid, donc qui a tendance à rayonner un petit peu du froid. Ok. Et au niveau des jonctions du mur et du plancher bas, est-ce que là aussi on peut avoir des ponts thermiques, comme au niveau de la toiture, des combles, ou on pense aussi au balcon? Euh, Ouais, tout à fait. Donc au niveau du plancher, donc particulièrement quand c'est des dalles, ce qui est quand même le cas général. Donc en fait, quand la dalle est en contact avec le mur extérieur et que la maison est pas isolée ou isolée par l'intérieur, en fait, le froid rentre par ce qu'on appelle le nez de dalle, donc le côté de la dalle. Donc on va sentir le sol qui est plus froid du côté du mur extérieur. Et si on a un balcon, donc en fait le balcon c'est jamais qu'une dalle qui va se prolonger à l'extérieur, bah, ce sera pire, puisque finalement lui le balcon il est vraiment dans la partie froide et il va conduire alors, soit la chaleur qui va sortir ou plutôt le froid qui va aussi rentrer dans la maison. Et au niveau de la toiture et des murs, c'est pareil, on n'a pas de continuité entre l'isolation de la toiture et celle des murs, bah, on va se retrouver avec un pont thermique en partie haute du mur, à la jonction avec la toiture, et ce pont thermique, bah, il sera présent sur toute la périphérie de la maison. Donc on est vraiment sur un pont thermique là qui peut être, qui est vraiment important en termes de déperdition. et si j'ai un mur en béton, est-ce qu'on peut parler de pont thermique? Est-ce que le béton conduit le froid? Alors, si le mur est pas isolé, on parle plus vraiment de pont thermique parce que c'est vraiment une trop grande surface. Mais effectivement, le béton conduit le froid, tout à fait. Donc, on parle de conductivité, donc la capacité d'un matériau à conduire la chaleur, donc le froid. Donc, le béton, il est à peu près 10 fois plus conductif que le bois et 50 fois plus conductif qu'une laine de verre. Donc, effectivement, c'est vraiment, quand on a un mur en béton pas isolé, il va être très froid l'hiver. Ok. Et est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter, qu'ils soient visibles ou invisibles? Euh, Qu'est-ce qui peut nous mettre un peu la puce à l'oreille? Alors, une zone froide, comme je le disais, hein, on a une fuite de chaleur au niveau du pont thermique. Donc, à cet endroit-là, le mur ou le plancher va être plus froid qu'aux autres endroits de la maison. Euh, on peut avoir des apparitions de moisissures, puisque sur ces points froids, on, on risque d'avoir de la condensation. La condensation, c'est la vapeur d'eau qui va se transformer en petites gouttelettes, et ça se fait en premier lieu sur les zones froides. Donc ça peut être un indice. Quand on a des traces de moisissure, ça, en général, elles apparaissent d'abord sur les ponts thermiques. Alors, le problème de condensation, il est aussi lié au sujet de la ventilation, hein. Normalement, quand on a une bonne ventilation, on ne doit pas avoir de problème de moisissure. Mais en tout cas, ça, c'est un indice visuel du pont thermique. Et puis, globalement, bah, ça, voilà, ça crée
Enfin, ça va générer une facture de chauffage plus élevée. Mais voilà, c'est pas juste, ça s'explique pas uniquement par les ponts thermiques. Ça peut s'expliquer par d'autres problèmes. Donc, la facture de chauffage, c'est pas, voilà, c'est pas le seul indice, en tout cas, des ponts thermiques. Et est-ce que pour repérer un pont thermique, il faut absolument du matériel ou ça peut se repérer sans matériel? Enfin, comment vous procédez sur les chantiers, sur des Alors, rénovations? on va effectivement, donc au toucher, en hiver, on va sentir des zones froides. Ensuite, en analysant la manière dont le bâtiment est isolé et conçu, on va pouvoir aussi, nous, et là, ça demande un regard un peu expert, identifier les ponts thermiques dont on a parlé, hein, par exemple celui de la dalle et du mur. Et sinon, il y a un outil qui est très efficace pour détecter de manière précise les ponts thermiques, c'est la caméra infrarouge. Donc la condition, c'est qu'il faut quand même une différence de température assez importante entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en général, on le fait en hiver, quand il fait froid dehors et que la maison est chauffée. Donc la caméra infrarouge, elle va permettre d'avoir une image avec des nuances de couleurs qui permettront donc de détecter les zones froides qui correspondent au pont thermique. Et en été, comment vous faites du coup? En été, on peut pas vraiment le faire de manière pertinente parce voilà, il faut, comme je le disais, une différence de température d'au moins 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Alors en été, on pourrait imaginer qu'en pleine canicule, on puisse le faire, mais bon, Ouais. voilà, c'est un peu plus délicat. En général, c'est vraiment sur la période de chauffe qu'on va utiliser la caméra infrarouge. Ok. Et est-ce que quand on voit des moisissures, quand on a de l'humidité chez soi, on peut se dire que c'est forcément lié à un pont thermique, du coup? Alors non, enfin, le pont thermique ne va pas générer de l'humidité. Donc ça, c'est plutôt un sujet de ventilation. Toute l'humidité qu'on va dégager à l'intérieur de la maison par la respiration humaine, par les douches, par la cuisson, elle doit être évacuée par un système de ventilation. Ensuite, s'il y a une défaillance du système de ventilation, voire absence de système de ventilation, à ce moment-là, on va avoir un taux d'humidité qui va être plus élevé et donc un risque de condensation qui, là, va se manifester au niveau des ponts thermiques puisque c'est les zones les plus froides des murs, en fait. Mhm. Ok. En rénovation, on voit parfois des ménages qui vont changer le chauffage avant de rénover l'enveloppe du bâtiment. Est-ce que on peut installer une pompe à chaleur et garder de gros ponts thermiques dans sa maison, finalement? Alors, chez Dorémy, Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? alors, d'une façon générale, c'est toujours préférable de isoler le bâtiment avant de changer le système de chauffage. Parce que le système de chauffage, il vient lutter contre les pertes du bâtiment. Donc, si on a beaucoup de pertes par les murs et par les ponts thermiques, on va avoir besoin d'un système de chauffage plus puissant pour réussir à maintenir une température correcte l'hiver. Donc, chez Dorémy, on préfère toujours travailler d'abord sur l'isolation avant de travailler sur le système de chauffage. Le risque, si on installe une pompe à chaleur dans une maison qui est pas ou mal isolée, bah, c'est qu'on va déjà avoir une pompe à chaleur assez puissante, donc plus chère. Euh, et malgré tout, on n'aura pas forcément un niveau de confort idéal puisqu'on aura toujours des points froids. Donc, ce qui est assez désagréable quand on a des points froids sur les murs. Et en plus, si on isole le bâtiment après avoir changé le système de chauffage quelques années après, on a un risque de se retrouver avec un système de chauffage qui va être surdimensionné et qui ne fonctionnera pas de la bonne manière, quoi. Donc il y aura un rendement beaucoup moins bon que si on avait fait les choses dans l'ordre inverse. Ok, donc ça, c'est pas très efficace et ça risque d'être même assez déceptif pour les ménages. Ouais, tout à fait. Mm. Et pourquoi certains ménages continuent d'avoir froid malgré des travaux d'ampleur de rénovation énergétique? Pourquoi ils continuent Alors, d'avoir ces sensations-là? si n'ont fait que certains postes de travaux, on comprend que ils n'ont pas traité la globalité du problème.
Et ils ont effectivement essayé de faire ce qu'on appelle une rénovation d'ampleur, donc d'isoler les murs, de changer les fenêtres, par exemple, et d'isoler la toiture. Si justement les ponts thermiques n'ont pas été correctement gérés au niveau des interfaces dont on a déjà parlé, mur, toiture, mur, plancher, et bien malgré l'isolation, on va continuer à avoir des fuites de chaleur au niveau de ces ponts thermiques. Donc une sensation de froid pour les occupants. Un autre sujet aussi, c'est l'étanchéité à l'air. Ça, c'est pas le sujet de notre échange, mais en tout cas, nous, on y est vigilant. Donc, si on isole bien, mais qu'il y a des fuites d'air de partout, on va aussi avoir un inconfort à l'intérieur de la maison. Là, c'est l'analogie entre le pull et le coupe-vent. Voilà. Si on a un bon pull, on est bien isolé, mais du moment qu'il y a un vent froid, avec un bon pull, en fait, on n'est pas bien. Donc, il faut aussi avoir quelque chose une maison qui est étanche à l'air. Mhm. Hyper Donc, important. Mhm. voilà, donc c'est uniquement l'approche globale qu'on défend chez Doremi, c'est-à-dire de vraiment appréhender la globalité de la maison et de bien traiter toutes ces interfaces pour gérer les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air, voilà, c'est à cette condition-là qu'on aura réellement un confort pour les occupants. Mhm. Et justement, quand vous vous rendez sur des projets de rénovation de maisons anciennes, est-ce que tu as des exemples en tête d'erreurs type de mauvaises réalisations, quoi, de mauvaises pratiques? Bah, déjà, dans une maison ancienne, ça va commencer par l'absence d'isolation, mais bon, ça, c'est pas forcément une mauvaise pratique, hein, c'est simplement que la maison, elle n'est pas isolée. Et quand il y a déjà eu des gestes d'isolation, pense par exemple aux travaux, aux fameux travaux à 1 € d'isolation à 1 €, des toitures ou des planchers bas dans les garages, par exemple. Voilà, en général, c'est des travaux qui sont un peu bâclés et qui garantissent pas voilà, une bonne isolation, notamment parce qu'il reste souvent beaucoup de ponts thermiques. Donc ça, Mhm. c'est assez classique. Voilà, c'est assez, ça demande quand même une certaine précision de bien traiter tous les ponts thermiques et de bien. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc si on fait les travaux de manière trop rapide, en général, on ne peut pas gérer correctement les ponts thermiques. Mhm. Ouais, donc ça démontre bien que les travaux dits un peu rustines déplacent le problème et voilà, ne résolvent pas vraiment la situation pour les ménages. Exactement. Euh, Peux-tu nous expliquer pourquoi chez Doremi on parle de rénovation performante et globale? Et est-ce qu'il est possible quand même d'isoler par étapes si on n'a pas forcément l'envie de se lancer dans un projet de grande ampleur? Alors oui, on peut faire par étapes. Donc la rénovation globale, c'est ce que j'expliquais un petit peu juste avant, c'est voilà, d'avoir une approche de l'ensemble du bâtiment, de bien regarder l'isolation de toutes les parois. Donc nous, on considère 6 postes de travaux en rénovation énergétique, que sont l'isolation des murs, de la toiture, du plancher bas, les menuiseries extérieures. Donc ça, c'est les 4 postes liés à l'enveloppe du bâtiment. Et ensuite, on va pouvoir traiter le chauffage et la ventilation. Pas oublier la ventilation. Mhm. Donc si on a une approche globale sur ces 6 postes de travaux, qu'on essaie de bien les imbriquer et les combiner entre eux en traitant les interfaces pour aussi réduire les ponts thermiques, voilà, on arrive vraiment à quelque chose de très performant et on l'a expérimenté et démontré maintes fois. Néanmoins, c'est vrai que c'est des travaux quand même voilà, ambitieux et qui coûtent cher. Donc on peut les phaser en plusieurs étapes. Donc les conditions, on va dire, de réussite, c'est de conserver quand même cette approche globale et d'organiser un peu ces étapes de la manière la plus pertinente possible, en anticipant à chaque fois l'étape qui viendra après, et de limiter le nombre d'étapes. C'est-à-dire qu'on considère que plus il y aura d'étapes, plus ce sera difficile d'arriver à quelque chose de performant à la fin, et puis même d'aller au bout finalement du programme de travaux. Donc nous, on conseille de ne pas dépasser 3 étapes. C'est vraiment un peu le seuil critique. Au-delà, on va vraiment se retrouver un petit peu dans le cas dont on parlait avant, des travaux rustines, où on superpose des gestes de travaux, mais voilà, sans approche globale et sans cohérence.
Est-ce que si je fais mes 6 lots de travaux sur une échelle de temps de 10 ans, admettons, voilà, tous les 2 ans, je fais un travaux ou deux, j'arrive au même résultat que une approche globale en une seule fois. Est-ce que d'un point de vue technique, il y a des différences, il y a des études là-dessus? Alors, en théorie, on doit arriver au même résultat, à condition d'avoir eu voilà, une programmation un peu stratégique des travaux au début, de bien garder le fil conducteur de ces étapes. D'accord. Le risque, c'est que si, par exemple, la maison se vend entre-temps ou que les gens ont perdu un peu l'historique des travaux, bah, on passe à côté notamment des ponts thermiques, puisqu'on va venir anticiper un petit peu le raccordement des différentes surfaces qu'on va isoler. Donc voilà, si on garde bien cette continuité et que ça nécessite un accompagnement en général, hein, des habitants, à moins qu'ils soient experts du sujet, on doit arriver effectivement à terme à quelque chose qui est tout à fait, satisfaisant. Mhm. Ok. Et est-ce que vous avez un contre-exemple d'erreurs courantes que vous voyez pas mal sur les chantiers? Je pense notamment au sujet des menuiseries. Oui, tout à fait. Donc j'en ai moins parlé, mais un des ponts thermiques importants se situe, au niveau de l'encadrement des menuiseries. Heu, En fait, on cherche, nous, à obtenir une continuité entre l'isolation du mur et la menuiserie. Que ce soit une isolation d'ailleurs par l'extérieur ou par l'intérieur. Et donc ça, c'est typiquement un sujet qu'il faut anticiper. Donc si on fait les 2 lots de travaux ensemble, on a plus de chances que ça se passe bien. Mais pour pouvoir ramener l'isolation jusqu'au cadre de la menuiserie, bah, ça nécessite, en général un cadre de menuiserie un petit peu plus épais ou une pose de la menuiserie qui va permettre cette continuité. Et on voit encore beaucoup trop aujourd'hui, chaque fois que je vois un chantier de rénovation, c'est pas rare que je le constate, que, justement, il y a l'encadrement, en fait, de la fenêtre n'est pas isolé. Donc en fait, on vient isoler un mur avec une épaisseur assez importante, on vient mettre une bonne fenêtre, mais on n'a pas de continuité entre les 2. Donc on va conserver un pont thermique, vraiment important autour de chaque fenêtre et multiplié par le nombre de fenêtres, on se retrouve, voilà, avec une déperdition globale qui est vraiment importante, ce qui est réellement dommage puisqu'on voilà, on a mis en œuvre des moyens importants d'isolation de la fenêtre et du mur et si on vient pas raccorder les 2, ça fonctionne pas. Nous, on a fait des calculs un petit peu, on considère qu'aujourd'hui, si on ne traite pas ce pont thermique périphérique, finalement, ça revient à laisser une fenêtre en simple vitrage. Ah ouais, Donc carrément. voilà, c'est ça et ce qui arrive parfois, c'est que les gens commencent à remplacer leurs fenêtres, souvent, des travaux, que les gens jugent comme prioritaires, sans penser l'isolation des murs. Heu, D'où l'intérêt d'avoir cette approche globale et de dire: «Même si je fais d'abord mes fenêtres et que j'isole les murs par la suite, il faut anticiper ce détail-là». Mhm. Toujours avoir un- une étape d'avance en C'est tête. ça. Ou idéalement les traiter ensemble pour vraiment, que ça se Bien passe sûr. mieux. Ouais. Ouais. Ok, donc maintenant on sait on connaît les ponts thermiques, on connaît les zones où ils se trouvent, mais bah, du coup l'objectif c'est de les supprimer ces ponts thermiques. Et du coup on sait qu'il y en a quand même pas mal au niveau des murs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'isolation thermique par l'extérieur traite mieux les ponts thermiques qu'une isolation thermique par l'intérieur? Donc je vais reprendre l'exemple là de la continuité entre 2 murs ou le cas d'une dalle en béton et d'un mur extérieur. Quand on isole par l'intérieur, en fait, la continuité, elle est pas entre la dalle et le mur en béton, par exemple. On a vu que le béton, ça conduisait beaucoup la chaleur. Quand on isole par l'intérieur, en fait, on ne peut pas réellement bien traiter ce pont thermique. Que lorsqu'on va positionner l'isolant à l'extérieur, on va vraiment complètement, empêcher la chaleur de s'échapper par la jonction entre le plancher et le mur ou la jonction entre 2 murs.
Donc Ok. effectivement, l'isolation extérieure coupe et traite bien les ponts thermiques. Et est-ce que c'est toujours possible de faire une ITE? Dans quel cas c'est pas adapté? Et du coup, bah, quelle solution on a? Alors Si on veut quand même isoler ces murs. ouais, euh, techniquement, on va dire que c'est toujours possible. Euh, voilà, dans l'absolu, en faisant attention quand même à la compatibilité entre le matériau et le bâtiment, notamment sur des bâtiments anciens. Euh, Par contre, effectivement, une isolation extérieure, c'est en général un peu plus cher qu'une isolation intérieure. Donc il y a déjà une première contrainte financière. Parfois, on a des problématiques d'urbanisme, c'est-à-dire si le bâtiment est en limite de la voirie ou en limite d'une propriété voisine, ça veut dire que l'isolation extérieure viendra empiéter soit sur le trottoir, soit chez le voisin. Donc là, c'est plus compliqué. Et parfois, on a aussi des secteurs classés ou des bâtiments d'ailleurs classés qui nous empêchent, enfin, où l'isolation extérieure n'est pas autorisée par le règlement d'urbanisme. Et puis en appartement, il faut soit isoler l'ensemble du bâtiment, mais ça, il faut que tous les copropriétaires soient d'accord pour le faire. Et si on souhaite juste rénover un seul appartement, on n'aura pas le choix que de l'isoler par l'intérieur. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre dans le cadre d'une isolation thermique par l'intérieur? Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut aussi combiner les deux. On peut aussi, dans certains Ok. cas, voilà, c'est possible d'isoler certains murs par l'extérieur, d'autres par l'intérieur, en fonction des contraintes qu'on va avoir. Donc oui, la question, c'était sur le... Est-ce qu'il y a des précautions particulières dans le cadre d'une ITI Oui, qu'on donc, n'a pas forcément une ITE, quoi? d'accord. Donc on va quand même chercher à... On va pouvoir traiter un certain nombre de ponts thermiques, hein, notamment celui dont on a parlé autour des menuiseries. Donc là, c'est l'isolation intérieure qui va aller jusqu'à à la menuiserie. Euh, et les précautions générales sur l'isolation intérieure, c'est de mettre une membrane par vapeur, pas rentrer dans les sujets trop techniques, mais en tout cas de garantir cette étanchéité à l'air dont je parlais tout à l'heure, et aussi de gérer le risque de condensation qu'on va avoir dans la paroi. En isolant par l'intérieur, on a un risque de créer de la condensation au niveau de l'isolation, ce qui va à terme voilà, dégrader l'isolant et notamment réduire son pouvoir isolant. Donc on voit encore trop souvent aujourd'hui des isolations par l'intérieur sans membrane. Donc c'est pas des solutions qui sont très durables si on oublie de mettre la membrane. Mhm. Donc c'est le point de vigilance voilà, vraiment spécifique à l'isolation intérieure. Donc là, on a parlé des ponts thermiques au niveau des murs et comment les éradiquer. Est-ce que tu vois d'autres techniques pour supprimer des ponts thermiques, peut-être à d'autres postes de travaux? Ou c'est finalement là que se C'est situe là, l'essentiel des ponts voilà, thermiques? donc effectivement au niveau des murs et de la jonction des menuiseries, ça on en a parlé plusieurs fois. Est-ce qu'il y a Euh, peut-être au niveau de la ventilation, au niveau des planchers bas? euh, Bon, la ventilation, elle est importante dans tout projet de rénovation, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais quand on fait des travaux par étapes, nous, on demande à ce que la ventilation soit prise en compte dès la première étape. En fait, quand on a besoin de renouveler l'air d'un bâtiment pour que l'air soit sain à l'intérieur pour les occupants et pour le bâtiment. Mais ça ne va pas forcément générer de pont thermique à proprement parler. Et au niveau des planchers bas, ben voilà, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'entre deux murs, en fait, où si on peut isoler par l'extérieur, bah, ça sera très bien pour le pont thermique. Et si on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'isoler par l'intérieur, il y a des petites astuces qui permettent quand même de limiter le pont thermique en faisant ce qu'on appelle des retours d'isolation. Bon, en fait, on fait en sorte de rallonger le chemin que, de la fuite de chaleur. Donc ça, c'est un peu moins efficace que l'isolation extérieure, mais ça peut quand même amoindrir le pont thermique. Ok.
Et pour conclure cette petite interview, est-ce que tu as des conseils, quels qu'ils soient, pour traiter les ponts thermiques sur un chantier? Finalement, qu'est-ce qui fait la différence dans l'approche de Dorémy et voilà, quels vont être les petits détails qui vont permettre de traiter l'ensemble de ces ponts thermiques? Eh bien, en premier lieu, je dirais les identifier, c'est-à-dire bien identifier toutes les zones où il y a des ponts thermiques, où on pourrait avoir des ponts thermiques dans le cadre des travaux. Donc, ces fameuses interfaces dont je parlais au début de l'interview, et définir assez précisément avec les entreprises qui vont faire les travaux comment vont être gérées ces zones-là. Euh, Sur chaque maison, on aura des petites particularités, c'est jamais complètement réalisé de la même manière. Donc là, il faudra vraiment voilà, définir et coordonner les interventions des artisans pour que chacun voilà, fasse sa partie du travail et qu'à l'arrivée, on ait vraiment tous ces ponts thermiques qui ont été traités le mieux possible. Donc, Mm. c'est vraiment cette approche globale et cette coordination avec les artisans dès la phase des devis, puisque c'est des éléments qu'il faut identifier déjà dans les devis pour qu'ils soient bien pris en compte et qu'ils aient des chances d'être réalisés pendant les travaux. D'où l'importance d'avoir un expert technique qui va pouvoir gérer cette coordination entre les artisans et être vigilant au pont thermique. Mm, C'est vrai que quand on n'est pas dans le métier, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut euh, porter son attention, voilà, dans les détails. Donc, l'intérêt de passer par Dorémy, bah, c'est aussi d'avoir cet expert technique qui a cette maîtrise. tout à fait. Et l'intérêt aussi de former les artisans, enfin de les sensibiliser en tout cas à ces sujets-là, puisqu'en général, ils connaissent tous très bien leur métier, leur activité. Mais là, on est justement à la limite un peu entre le travail des uns et des autres. Donc, les artisans sont aussi tout à fait capables, sans forcément toujours un expert technique, s'ils sont formés à ces sujets-là, de gérer entre eux ces ponts thermiques, quoi. Si on reprend l'exemple de la menuiserie et du mur, l'artisan qui va isoler le mur et celui qui pose la menuiserie, ils doivent à un moment avoir une discussion sur comment va être géré ce détail-là pour qu'ils l'intègrent dans leur devis et que sur le chantier, ça soit correctement réalisé. Mm. Bien se parler. Ouais. Ok, donc pour terminer cette interview, j'ai préparé une petite liste de questions. Donc c'est la FAQ, c'est un peu des questions que tout le monde se pose. Donc des questions courtes et des réponses courtes. Peut-on supprimer 100% des ponts thermiques? Alors, si on veut être rigoureux, on ne pourra pas réellement les supprimer totalement, puisqu'en fait, ils sont liés à la géométrie du bâtiment. Par contre, on peut tous les gérer, c'est-à-dire chercher à les minimiser. En fait, dans ces zones de pont thermique, des fois, on est contraint, on peut pas mettre autant d'épaisseur d'isolation que sur les murs, par exemple. Néanmoins, c'est important qu'il y ait quand même quelques centimètres d'isolation. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des ponts thermiques dans une maison neuve? Alors, on peut, si les travaux n'ont pas été réalisés voilà, de manière qualitative. Bon, néanmoins, dans les maisons neuves, on a quand même des exigences réglementaires sur l'isolation thermique du bâtiment qui sont quand même assez rigoureuses et assez élevées. Donc, voilà, en théorie, dans une maison neuve, on ne doit pas avoir de pont thermique, ou très peu. Et il y a des solutions techniques aussi qui existent dans le neuf qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans la rénovation, notamment la jonction entre les dalles et les murs, par exemple. Mhm. Est-ce que les fenêtres causent toujours des ponts thermiques? Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, la fenêtre, presque dire qu'en soi, c'est un pont thermique, puisqu'elle est toujours, en général, elle est moins isolante qu'un mur. Néanmoins, il faut bien des fenêtres dans une maison. Ouais. Donc, voilà, si on traite bien la continuité entre l'isolation du mur et le cadre de la fenêtre, euh, normalement, on n'a pas de souci de pont thermique supplémentaire.
Est-ce qu'un pont thermique peut créer de la moisissure à terme? Alors c'est plutôt un problème d'humidité qui va créer de la moisissure et elle va se concentrer sur le pont thermique. C'est plutôt dans ce sens-là. Le pont thermique ne va pas créer en soi de la moisissure. Néanmoins, si on a des problèmes de ventilation et d'humidité dans le bâtiment, la moisissure va apparaître sur le pont thermique. C'est plutôt dans Mhm. cet ordre-là qu'il faut le voir. Ouais, c'est lié à la ventilation. Et on connaît tous les DPE. Quand on achète, on reçoit, on a accès au DPE du logement. Est-ce que un DPE peut détecter les ponts thermiques? Alors, je dirais oui et non. En fait, Mhm. ils vont être pris en compte par la personne, le diagnostiqueur qui va réaliser le DPE. Quand il analyse le logement, il est censé identifier les ponts thermiques principaux, notamment en regardant si le bâtiment est isolé par l'intérieur ou par l'extérieur, essayer de voir s'il y a de l'isolation autour des fenêtres. Donc voilà, il va en tenir compte dans son calcul. Mais pour autant, ils vont pas forcément voilà, apparaître de manière identifiée dans le rapport du DPE. Mhm. C'est pour ça que je réponds un petit peu entre les deux. Ils sont pris en compte, mais de manière un peu globale. Le Est-ce DPE, voilà, ça reste un calcul assez estimatif. Et puis après, on sait qu'on a pas mal de différences voilà, de pratiques entre deux diagnostiqueurs. Il y en a qui utilisent des caméras infrarouges, par exemple. C'est pas obligatoire, hein. D'autres, pas du tout. Donc, voilà, ça va. C'est assez variable aussi en fonction du diagnostiqueur. Et si on fait un vrai audit énergétique, en revanche, on a accès à ces informations de façon plus fiable, plus Oui, précise. oui, je suis pas certain qu'ils apparaissent dans le rapport pour autant. Néanmoins, voilà, ils sont plus pris en compte. Le calcul est plus précis dans un audit. Donc là, ils seront davantage pris en compte dans l'état initial de la maison et aussi dans la manière dont on va la rénover. C'est-à-dire qu'en fonction, si on reprend l'exemple de l'isolation extérieure, voilà, on sait que dans un scénario de rénovation où on va isoler par l'extérieur, on sera plus performant sur le traitement des ponts thermiques. Ok, eh ben, je te remercie Clément pour cet échange sur les ponts thermiques. Tu as bien vulgarisé le sujet et on espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou pas nécessairement? Non, bah, c'était agréable de pouvoir voilà, échanger sur ce sujet qui effectivement voilà, est souvent un peu sous-estimé et qui a toute son importance, particulièrement quand on rénove, puisque comme je l'expliquais, voilà, si on isole tout le bâtiment, mais qu'en fait on laisse des ponts thermiques, bah, toute la chaleur va se concentrer à cet endroit-là. Et dans une maison bien rénovée, les ponts thermiques, ça peut représenter pratiquement un tiers des pertes de chaleur. Donc, voilà. D'où Mm. l'intérêt de vraiment s'en soucier lorsqu'on rénove. Sujet très sous-estimé et assez méconnu des particuliers. D'où l'importance de cette interview avec toi. Merci beaucoup Clément. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir Sophie.